Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. Je vais continuer ce cours de physique quantique destiné à la filière SMP semestre 5. Et dans cette vidéo, je vais présenter la troisième partie du chapitre numéro 4, qui est sur les postulats de la mécanique quantique. Le plan de cette partie, donc on va voir le postulat numéro 5, qui est sur la réduction du paquet d'ondes. Et puis je vais vous donner des exercices d'application de ce postulat. Ensuite, on va voir le postulat numéro 6 qui est sur l'évolution des systèmes dans le temps. Alors, le postulat numéro 5, donc réduction du paquet d'ondes, donc position du problème. Donc, on considère un système dans un état psi qui est développé dans une base de Φni. Cni sont les composantes. Et cette base, elle constitue un sous-espace En, hein, donc qui est engendré par cette base. Et les vecteurs qui constituent cette base sont des vecteurs propres, sont Gn vecteurs propres d'une observable A associée à la valeur propre à N, telle que, donc nous avons l'équation aux valeurs propres, l'action de A sur le vecteur propre Φni, ça donne à N Φni, avec le I là qui représente le degré, enfin le degré de génération, donc Gn, I allant de 1 jusqu'à Gn. Et on définit le projecteur sur ce sous-espace En, de dimension Gn, sous l'expression la sommation allant de I jusqu'à Gn du ket bras. Et donc nous avons déjà vu la définition d'un projecteur. Donc là, c'est un projecteur dans ce sous-espace qui est formé par Gn vecteurs propres de l'observable A qui sont associés à cette valeur propre à N. Bien, maintenant, on va donner l'énoncé du postulat. Donc, le voici. Si la mesure d'une grandeur physique A d'un système dans l'état psi donne comme résultat la valeur propre à N de l'observable A correspondante. Donc, on a un système, on a fait la mesure de la grandeur physique A, et puis le résultat nous a donné la valeur propre à N. Bien, alors qu'est-ce qui se passe? Donc, au niveau du système, il y a un changement de l'état. Donc, on a l'état du système immédiatement après cette mesure va devenir la projection normée de l'état psi sur le sous-espace propre En engendré par l'ensemble des Gn vecteurs propres Φni associés à la valeur propre à N. Bon, je m'explique. Donc, avant de faire la mesure, l'état du système était psi. Donc, c'est psi que j'ai donné dans la diapositive précédente. Okay? Et on considère donc une observable qui a les valeurs propres à M. Maintenant, on fait la mesure de la grandeur physique A et le résultat de la mesure nous a donné à M. Nous a donné la valeur propre à M. Eh bien, à cet instant, immédiatement après cette mesure, l'état du système n'est plus l'état psi qui était si vous voulez, à l'instant initial, mais c'est la projection normée de cet état sur le sous-espace propre N engendré par ces Gn vecteurs propres Ni qui sont associés à la valeur propre à N. L'expression théorique de cet état, de ce nouvel état, après la mesure, eh bien, est la suivante. Donc, on n'a plus le psi, mais on a maintenant l'état du système, c'est psi prime m, on le note comme ça, qui est égal à Pn psi divisé par Pn entre l'état psi et psi, la racine carrée. Et le Pn, c'est le projecteur sur le sous-espace En, qui est formé, qui est engendré par cette base des vecteurs propres. Avec Pn, je le rappelle, l'expression de Pn est la suivante. Donc, c'est la sommation sur les Gn, ket bras, correspondant au vecteur Φni. Donc, ce sont l'ensemble des Gn vecteurs propres de l'observable A qui sont associés à la valeur propre à N qui a été trouvée par la mesure. Donc, spécialement, cette valeur propre à N a été trouvée lorsqu'on a fait la mesure de la grandeur physique associée à l'observable A. Bien sûr, je rappelle que si le Gn égale à 1, cette AN-là, cette valeur propre, va être non dégénérée. Donc là, on donne dans le cas général. Et bien maintenant, le calcul implicite en quelque sorte. Donc le Pn psi, donc je vais remplacer Pn par son expression qui est égale à cette sommation sur les quais de bras, les Φni, et puis l'état psi, donc l'état psi qui va être projeté sur ce espace-là. Bien, donc on reconnaît ici le produit scalaire de psi
avec le vecteur phi ou bien la projection de psi sur phi, ce n'est autre que la composante de l'état psi hein, correspondant à ce vecteur phi. Donc, ce qui est égal à la sommation sur i de CNI phi. Donc, ça, c'est CNI, qui est celle-là. Donc, c'est un scalaire. Donc, je le fais passer à gauche. Et puis là, c'est le vecteur quête qui était là. On l'a mis à droite. Bien. Maintenant, on calcule. Donc, ça, c'est le numérateur de l'expression de psi prime n que j'ai donné dans la page précédente. Maintenant, on calcule le Pn entre l'état psi et psi. Hein, donc, Pn psi, nous l'avons déjà exprimé ici. D'accord? Donc, maintenant, on la projette sur l'état psi. Eh bien, ça nous donne, lorsque CNI est projeté sur l'état psi, donc il va être donc, les seuls termes qui vont être non nuls, c'est CNI avec son conjugué, hein, parce que c'est le bras. Ici, c'est le quête, là, c'est le bras. Donc, on va avoir une sommation sur I allant de 1 jusqu'à Gn, bien sûr, des modules de CNI au carré. Okay? Et ça, ce n'est autre que la probabilité pour trouver la valeur propre à n, que nous avons déjà donnée dans la vidéo correspondant au postulat numéro 4, la vidéo précédente. Donc, le PAN, c'est la probabilité pour trouver comme résultat de mesure la valeur propre à n, que nous supposons ici, elle est dégénérée. Donc là, on a le i là qui correspond à la dégénérescence de la valeur propre à n. Donc, on remplace tout ça dans l'état du système immédiatement après cette mesure. Donc, on remplace ce terme qui est la sommation sur CNI, phi, et puis on divise par la racine carrée hein, de cette sommation sur I des composants, des modules au carré des composantes CNI. Donc, voilà l'état du système immédiatement après la mesure. Voilà, donc ce sont des propriétés quantiques qui n'ont pas d'équivalence classique. Hein. Donc, on a l'état du système initial était l'état psi. On fait la mesure, on trouve la valeur propre à n, et bien immédiatement après cette mesure, l'état du système n'est plus l'état psi, mais c'est l'état psi prime n, qui est égal à ce qu'on vient d'expliquer là. Ok, donc Pn psi divisé par la racine carrée. Bon, cette division-là, pour que l'état psi prime qu'on va trouver, c'est un état qui est normé. Donc c'est pour ça qu'on divise par cette expression qui est dans le dénominateur. Je vais vous donner un exercice d'application. Donc, on va considérer un puits de potentiel à deux dimensions. Donc, c'est une application que je donne à chaque fois que je veux vous expliquer, vous illustrer une partie de ce, si vous voulez, de ce cours de physique quantique. Bien. Alors maintenant, donc, c'est une particule qui est dans un puits de potentiel à deux dimensions. Donc, il y a les notions du produit tensoriel hein, que nous avons déjà donné. Donc, on suppose que l'état psi est égal à I sur 2. Donc, elle s'exprime comme combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Hein. Donc, phi 1, donc là, vous reconnaissez le produit tensoriel. Donc là, c'est phi 1. Donc, le 1, ça correspond à nx, 1 le 1, le second 1, ça correspond à ny, nx égale à 1, ny égale à 2, nx égale à 2, ny égale à 1, et puis là, vous avez nx égale à ny égale à 2. Donc, chaque indice, ça correspond à une dimension. Donc, les premiers sont relatifs à la dimension de ex, hein, nx, et le second indice est relatif à l'indice relatif à l'espace des états y. OK? Voilà donc, ça sont les composants. Donc, chaque vecteur, il est multiplié avec une composante. Bien. Alors, dans cette application, je vais encore faire, si vous voulez, une application aussi pour le postulat numéro 3. Donc, on va voir en quelque sorte l'application des trois postulats, enfin, le postulat numéro 3, le postulat numéro 4, et puis on va voir le postulat numéro 5 qu'on est en train de vous donner là. Donc, pour comprendre ce que je vais donner ici, donc il faut avoir déjà vu les vidéos précédentes, hein, parce que c'est une application des postulats que j'ai déjà donnés et le postulat qu'on est en train de vous expliquer ici. Bien, donc d'après le postulat de la mesure, hein, qui est le postulat numéro 3, donc il faut revoir donc la vidéo précédente, les énergies qu'on va trouver ou bien les résultats de la mesure vont être l'une des valeurs propres de l'hamiltonien, de l'énergie du système. Donc, on va avoir, d'après ce qui est donné ici comme combinaison linéaire, on va avoir E1 qui correspond au vecteur propre phi1, et puis E12 qui est égal à E21 qui correspond à ces deux vecteurs propres phi12 et phi21, et puis l'énergie E22 qui correspond au vecteur propre phi22. Donc ça,
faut revoir la vidéo précédente, s'il vous plaît, parce que là, je ne donne pas les détails, mais ceci, on l'a déjà vu d'une manière très, très détaillée dans la vidéo précédente. Donc là, on va appliquer notre postulat numéro 5. Eh bien, tant que nous avons ces énergies-là, donc on a la probabilité de trouver l'une ou l'autre de ces trois énergies, mais le postulat numéro 5 suppose que le système il est dans l'état psi et on fait la mesure de l'énergie du système. Donc, on va trouver soit l'une. Donc, on a trois types d'énergie qu'on pourra trouver par l'expérience. Donc, on va choisir l'une. Bon, celle-là, elle est non dégénérée. Celle-là, elle est dégénérée deux fois. Hein, et la troisième, elle est non dégénérée. Donc, je vais commencer par l'énergie qui est dégénérée, là, pour que vous voyez ce cas-là. Et puis, je vais donner aussi après un cas de l'énergie non dégénérée. Bien, donc supposons qu'on fait la mesure et le résultat de la mesure expérimentale de l'énergie du système donne l'énergie E12 qui est égale à E de 1. Donc c'est une énergie qui est deux fois dégénérée, d'accord? Donc les vecteurs propres correspondant sont φ12 et φ1. Eh bien, d'après le postulat numéro 5, l'état du système immédiatement après cette mesure qui a donné comme résultat cette énergie est le suivant. Donc là, la formule que j'ai donnée tout à l'heure, Pn psi divisé par, enfin ici c'est la valeur moyenne de Pn dans l'état psi, on prend sa racine carrée. Alors ce Pn maintenant, eh bien ce Pn, il s'exprime en fonction des vecteurs propres de cette énergie qui a été trouvée par la mesure, hein, de cette énergie propre qui a été trouvée par la mesure. Donc elle va s'exprimer en fonction de ces deux vecteurs-là. Donc là, j'ai φ1,2 et là, j'ai φ2,1. Ce n'est pas le même vecteur, faites attention. Donc l'ordre, il est bien respecté. Bien, donc le Pn qui est le projecteur sur le sous-espace engendré par ces deux vecteurs propres, ok? Donc je rappelle que cette énergie est deux fois dégénérée. Donc il y a deux vecteurs propres. Donc notre projecteur va être exprimé en fonction de deux termes. Hein, donc, c'est la sommation ket bras relative à chaque vecteur propre. Donc là, on a le ket phi 1, 2. Même dans le bras, on met le 1, ensuite le 2. Bon, il y a des questions qui me posent cette question. Est-ce qu'on inverse? Non. Donc, toujours nx la première, ny la deuxième. Nx la première, ny la deuxième. Que ce soit dans le ket, que ce soit dans le bras. Donc, le phi 1, 2 ici, c'est l'adjoint du ket. Pour le phi de 1, eh bien la même chose. Donc, phi de 1, ket, phi de 1, bras. Hein. Donc, l'ordre, il est bien respecté. Si vous inversez, vous faites un mélange phi 1, 2, phi de 1, eh bien, ce n'est pas le projecteur ici. C'est un autre opérateur. Allons-y. Donc, on va faire le calcul explicite. Donc, je vais écrire la projection de psi sur ce sous-espace en exprimant Pn psi. Je remplace le Pn, le voici, hein, que j'ai marqué ici en rouge. Bon, là, je le mets en noir. Et puis, j'écris ici le psi, l'état psi que j'ai donné dans la page précédente. Bon, je mets le 1,5 en facteur, donc qui était dans les composants de ce psi. Donc, on a I sur 2 phi 1 plus 1,5 phi 1,2 moins I sur 2 phi de 1 plus 1,5 phi de 2. Voilà notre état psi. Et maintenant, regardez bien, s'il vous plaît. Donc, je vais faire quelques petites animations. Donc, ici, j'ai le ket bras plus ket bras. Et là, j'ai les quêtes. D'accord? Donc, les bras qui se trouvent ici vont se joindre aux quêtes qui sont là. Et puis là, ces vecteurs-là, ils forment une base orthonormée, comme bon, je l'ai indiqué précédemment. Donc, lorsque je multiplie un vecteur bras avec un vecteur quête qui est différent de phi1, 2, ça va être 0. Hein? Ils sont orthonormés. Lorsque je multiplie phi1, 2 avec le même vecteur propre, eh bien, ça va donner 1. Donc, on va avoir ici le symbole de Kronecker. Allons-y. Allons-y. Donc, je vais commencer par le premier bras avec ces 4 quêtes ici. Donc, le premier produit scalaire, c'est phi1, 2 avec phi1, 1, qui est égal à 0. Hein? Parce que là, G2 est différent de 1. OK? Il suffit d'avoir un indice différent de l'autre. Je saute celui-là, parce que c'est assez particulier, et je mets, regardez bien, phi1, 2 avec phi de 1. Donc ici, 1 est différent de 2, et 2 est différent de 1. Donc ce produit scalaire, c'est aussi 0. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai marqué la flèche en rouge. Le troisième produit scalaire, c'est phi1, 2 avec phi de 2. Donc là, j'ai 1 différent de 2, donc tout ça est égal à 0. Tous ces trois produits scalaires sont nuls. Le seul produit scalaire qui est égal à 1, eh bien, c'est ce bras avec son même quête
phi 1, 2 avec phi 1, 2 qui va donner 1. OK? Donc, je vais déjà exprimer le premier terme. Donc, ça va rester ici phi 1, 2 avec phi 1, 2, ça va donner 1, produit scalaire égal à 1. Alors, ce qui va me rester, c'est ce quête-là, phi 1, 2, et puis la composante correspondante ici, 1 demi. Donc, ça va me rester 1 demi phi 1, 2. On va l'écrire. Allons-y. Donc, j'écris le premier terme de ce Pn psi. Voilà, donc c'est 1 demi phi 1, 2, OK, qui reste de ce produit scalaire. Et puis le 1 demi qui est là, le voici. Bien, maintenant je passe vers le deuxième terme du projecteur. Et là, j'ai le bras phi de 1, phi de 1, et bien la même chose. Donc, produit scalaire avec ces quatre quêtes-là. Premier produit scalaire ici, c'est 0. Donc, je suppose que vous avez bien compris maintenant. Avec le deuxième, c'est aussi 0. Hein, donc, phi 2, donc ici 2 est différent de 1 et 1 est différent de 2. Alors, le troisième produit scalaire, je saute celui-là. Donc, ici, c'est 0 aussi. Donc, là, j'ai 1 différent de 2. Même si 2 ici est égal à 2, mais il suffit qu'il y aura un qui est différent de l'autre. Le seul produit scalaire qui va être égal à 1, eh bien, c'est phi de 1 avec phi de 1. Hein, donc, c'est deux produits scalaires égal à 1. Donc, ce qui va me rester, c'est ce quête-là, phi de 1, et puis multiplié par la composante correspondant à ce terme-là, donc moins i sur 2. Donc, je vais avoir moins i sur 2 multiplié par ce quête phi de 1 que je vais écrire ici comme deuxième terme de ce Pn psi. Voilà donc mon Pn psi. Hein. Donc, voilà, donc il reste juste les deux termes ici correspondant à phi 1, 2 et phi de 1. Bon, et vous remarquez bien que ce phi 1, 2 et phi de 1 sont bien les vecteurs propres de l'énergie qui a été trouvée par la mesure. Hein. Donc, c'est une sorte de vérification. Bien, donc ce Pn psi, il n'est pas normé. Hein. Donc, si vous calculez la norme ici, vous allez avoir 1 quart plus 1 quart, c'est 1 demi. Et pour que cet état, enfin l'état immédiatement après la mesure soit normé, donc c'est pour ça qu'il faut diviser par racine de Pn, la valeur moyenne de Pn dans l'état psi. Donc, je vais calculer ce Pn entre psi et psi. Donc, je vais considérer ce terme-là, hein, que je projette sur l'état psi comme bras. Hein, le bras. Donc, je vais avoir phi 1, 2 avec le bras correspondant ici, phi 1, 2 qui va donner 1. Donc, ça va être 1 demi multiplié par 1 demi, c'est 1 sur 4. Et puis, c'est phi de 1 multiplié par le bras correspondant. Donc là, je vais avoir plus i sur 2. Donc, lorsque je prends parce que là, je calcule avec le bras. Je ne l'écris pas, mais je l'indique oralement. Donc, le bras phi ici, ce terme-là va devenir plus i sur 2, le bras phi de 1 multiplié par celui-là, donc je vais avoir plus i sur 2, moins i sur 2, ou bien c'est le module au carré de ces deux, c'est la somme des modules au carré de ces deux composantes qui sont là tout simplement. Ok, voilà. Donc finalement, est égal à 1 quart plus 1 quart. Hein, donc le premier 1 quart, c'est 1 demi avec 1 demi. Le deuxième 1 quart, c'est moins i sur 2 multiplié avec le conjugué ici, c'est-à-dire plus i sur 2 qui donne ce 1 quart qui est là. Et la somme, c'est 1 demi. Donc là, je vais diviser par 1 sur racine de 2. OK? Donc lorsque je divise ce terme-là par 1 sur racine de 2, je vais avoir racine de 2 sur 2 ici, moins i racine de 2 sur 2, ce qui donne l'état du système immédiatement après cette mesure qui a donné comme résultat l'énergie propre E1,2, E de 1, et le suivant. Donc là, je divise par 1 sur racine de 2. Donc ça va rester 1 sur racine de 2 phi 1, 2, moins i sur racine de 2 phi 2. Et vous remarquez bien que c'est un état qui est normé. Hein. Lorsqu'on calcule la norme, c'est le module de ce terme-là au carré plus le module de ce terme-là au carré. C'est 1 demi plus 1 demi qui est égal bien à 1. Voilà donc le nouvel état maintenant, hein, après la mesure qui a donné cette énergie propre. Donc l'état initialement était l'état psi, okay? Juste après la mesure dans laquelle on a trouvé comme résultat cette énergie, l'état est composé des vecteurs propres de cette énergie. Donc vous voyez bien, il y a que le phi 1, 2 et phi de 1. Alors que dans l'état, bon, je l'ai toujours là, donc il y a plus ce phi 1, 1, il y a plus ce phi de 2 là. Okay, donc il n'est composé que de vecteurs propres qui correspondent à ce sous-espace En de cette énergie dégénérée. Donc là, j'ai donné un exemple dans le cas où on trouve une énergie dégénérée deux fois. Bon, ça dépend du degré de dégénérescence. Si vous avez une énergie trois fois dégénérée, donc vous allez avoir un troisième terme ici, et c'est le même calcul. Donc vous le rajoutez ici, vous faites le calcul d'une manière habituelle. Demain, vous allez avoir trois termes dans le PNPsi et trois vecteurs dans le psi prime,
final. Okay? Donc, ça dépend du degré de dégénérescence de la valeur propre que vous avez trouvée. Maintenant, je donne un autre exemple où la valeur propre ou bien l'énergie propre qu'on va trouver, elle est non dégénérée. Donc, si vous avez bien compris ce que j'ai expliqué, cette valeur propre, c'est E de 2 que nous avons choisi. Donc, on suppose que le résultat de la mesure de l'énergie du système donne l'énergie propre de E de 2. Donc là, on commence dès le début. Hein. Donc, l'état du système, c'est bien psi. Donc, ce n'est pas l'état précédent. Bon, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parfois, on vous donne, si vous voulez, on vous donne comme trouve l'énergie, donc, et puis on mesure l'autre énergie. Donc, s'il y a deux mesures successives, bien, il faut bien donner l'état qui a été trouvé après la mesure. Ensuite, vous faites la mesure de la seconde observable. Okay. Alors maintenant, on commence dès le début. Donc, le cas précédent, ça y est, il est annulé. Maintenant, on recommence la mesure avec l'état, le système, il est toujours dans l'état psi. Et on trouve l'énergie E de 2. Okay. Donc, cette énergie, elle est non dégénérée. Donc, le projecteur, ou bien son projecteur, sur le sous-espace engendré par son vecteur propre phi de 2, il va être composé d'un seul terme. Non dégénéré, un seul terme. Deux fois dégénéré, deux termes. Trois fois dégénéré, trois termes. Gn fois dégénéré, j'ai un terme. Hein? C'est la sommation que j'ai donnée tout à fait au début comme définition. Donc, E de 2 est non dégénéré, donc il va y avoir un seul terme, et on va faire le même calcul que tout à l'heure, c'est-à-dire P de psi, je remplace mon P2, le voici, hein, et puis je mets mon état psi, enfin l'état initial. Donc, on recommence dès le début, voilà mon psi. Eh bien là, je ne vais pas faire les différentes flèches, hein, donc si vous avez bien compris, alors ce phi de 2 là, donc il va être comme produit scalaire avec ces quatre quêtes là, donc là le bras avec les quatre quêtes, donc le seul produit scalaire qui est non nul, c'est avec ce phi de 2 là, hein, donc je le mets unique, hein, donc les trois produits scalaires avec ces trois vecteurs, il est égal à 0. Hein, donc le seul produit scalaire non nul, c'est celui-là là, donc mon P2 psi, donc ça va être égal à ce vecteur phi de 2 multiplié par la composante qui reste ici. Donc là, j'ai 1 multiplié par 1 demi. Donc je vais avoir 1 demi phi de 2. Voilà mon état, mon P de psi. Hein. Donc il faut donc le normaliser. Donc il suffit de projeter sur l'état psi. Donc on projette ceci sur l'état psi. Donc là, j'ai 1 demi avec 1 demi, ou bien c'est le module au carré de ce 1 demi, eh bien c'est 1 quart directement. Hein. Okay, donc voilà la valeur moyenne de P2 dans l'état psi. Et puis on divise par la racine carrée, bien évidemment. Donc racine carrée de 1 sur 4, c'est 1 demi. Donc 1 demi divisé par 1 demi, ça va donner cet état phi de 2. Donc on trouve le nouvel état, dans ce cas, est égal à phi de 2, qui est bien un état normé. Donc là, il y a un seul terme multiplié par 1. Donc la norme est égale au module au carré de 1, qui est égal à 1. Donc voilà le nouvel état, hein, immédiatement après la mesure qui a donné comme résultat le E de 2. Bien, donc je suppose que vous avez bien compris. Si vous avez compris, c'est ce que je vous ai expliqué là. Donc j'ai pris les deux cas, ce sont les cas qui existent. Hein. Donc il y a les cas dégénérés et les cas non dégénérés. Donc c'est le seul cas qu'on pourra avoir. OK? Vous pouvez faire n'importe quel exercice correspondant à ce postulat numéro 5. Et même, donc là, on a aussi le postulat de mesure, etc. Donc pour chaque question, ils sont mélangés. Donc les postulats, ils sont liés les uns avec les autres. Alors, le sixième postulat, qui est le dernier d'ailleurs, c'est l'évolution des systèmes dans le temps. Bon, c'est un postulat aussi que vous connaissez, dont le contenu il est bien connu, c'est-à-dire il va indiquer que l'évolution au cours du temps du vecteur d'état psi de t est régie par l'équation de Schrödinger que vous connaissez déjà. Donc, h de psi sur dt égale à h psi de t, avec h est l'hamiltonien du système, hein, qui est égal à l'opérateur associé à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, c'est une expression, c'est une observable. Bien sûr, H, c'est une observable associée à l'énergie du système. Voilà, donc c'est le sixième postulat et c'est le dernier postulat. Donc, il y a 6 postulats. Donc, j'ai donné les 6 postulats, je les ai divisés en 6, en 3 vidéos. Donc, je rappelle les énoncés, enfin les titres en fait des 6 postulats que j'ai donnés dans la vidéo numéro 1, la partie numéro 1, la partie numéro 2 et cette partie-là, la partie 3. Donc le postulat numéro 1, il nous indique la description de l'état d'un système. Bon, d'une manière brève, la description de l'état d'un système, elle est donnée par un quête, par le quête ou bien par la fonction. Donc si nous avons une évolution dans l'espace
et dans le temps. Le deuxième postulat, il nous indique la description des grandeurs physiques. Hein. Donc, la grandeur physique du système, elle est décrite par l'observable qui lui est associé à cette grandeur physique. Qu'est-ce que c'est un observable? Eh bien, un observable, c'est un opérateur hermétique qui est associé à une grandeur physique mesurable. Bien, le postulat numéro 3, bon, ces trois postulats, je les ai donnés dans la partie numéro 1. Donc, si vous voulez, la vidéo numéro 1 relative à ce chapitre. Le postulat numéro 3, c'est sur le résultat de la mesure. Qu'est-ce qu'il indique ce postulat? Eh bien, la mesure d'une grandeur physique, le résultat de la mesure d'une grandeur physique ne peut donner comme résultat que l'une des valeurs propres de l'observable qui lui est associée. Hein. Donc, il indique le résultat de la mesure qu'on pourra trouver. On ne sait pas laquelle exactement, mais on pourra trouver l'une ou l'autre. Ce qui va nous ramener vers le postulat numéro 4, hein, qui est sur le principe de décomposition spectrale, c'est-à-dire il va nous permettre de calculer, ce postulat 4 nous permet de calculer, en fait, il donne les expressions relatives aux probabilités pour trouver l'une ou l'autre des valeurs propres qu'on pourra trouver par la mesure. D'accord? Donc, celui-là, il nous indique que les résultats de la mesure sont l'une des valeurs propres. Ce postulat numéro 4 nous donne les probabilités, ou bien la probabilité, pour trouver chaque valeur propre. Et dans ce principe de décomposition, ou bien dans ce calcul des probabilités, cette probabilité va dépendre de la nature des valeurs propres, de la nature du spectre. Est-ce que ce sont des valeurs propres discrètes, non dégénérées? Donc, on a une expression de la probabilité. Est-ce qu'ils sont des valeurs propres discrètes, dégénérées? Donc, on a une autre expression de la probabilité. Est-ce que les valeurs propres sont continues? Donc, on a une autre expression de la probabilité. OK? Donc, la probabilité, je l'ai déjà indiqué ici dans le postulat numéro 3, j'ai déjà indiqué que la probabilité dépend aussi bien de l'état du système, bien sûr, quand on fait la mesure, et de la nature du spectre, est-ce qu'il est continu, est-ce qu'il est discret, dégénéré, non dégénéré, etc. Bien, donc ça, ce postulat numéro 4, c'est un postulat que j'ai donné dans la vidéo numéro 2. La partie numéro 2, parce que c'est un peu long, donc parce qu'il y a plusieurs cas et j'ai donné des exercices d'application aussi. Hein, donc, il faut revoir cette vidéo avec les exercices. Si vous le comprenez bien, eh bien, vous pouvez faire n'importe quel exercice relatif à l'application de ces postulats. Et puis, le postulat numéro 5, que nous avons vu dans cette vidéo, donc, c'est la notion de la réduction du paquet d'ondes. C'est-à-dire, avant de faire la mesure, on a un état du système, on fait la mesure, on trouve une valeur propre, hein, parmi ces valeurs propres qui sont là, on va trouver une. Eh bien, l'état du système, immédiatement après cette mesure qui a donné cette valeur propre, va être réduit. Donc, il n'est plus l'état étendu ou bien qui est composé de plusieurs vecteurs, mais ça va être juste un état qui est composé des vecteurs propres relatifs, hein, qui sont associés à la valeur propre qui a été trouvée par la mesure. OK? Donc, je l'ai bien expliqué dans la vidéo. Je suppose que vous avez bien compris. Et le dernier postulat, c'est sur l'évolution des systèmes dans le temps, qui est régi par l'équation de Schrödinger, qui est bien connue. Voilà, donc c'est la fin de cette partie numéro 3 de ce chapitre 4 sur les postulats sur les postulats de la mécanique quantique. OK? Et puis, je vais continuer dans la prochaine vidéo sur les contenus physiques de ces postulats. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la partie numéro 4. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.